Le destin a été victime d'intimidation tous les jours jusqu'à ce qu'il réveille le véritable pouvoir de sa compétence de rang SS. Le destin est votre perdant dégoûtant typique avec la tâche de tenir un poteau de drapeau devant les murs du château. Il est resté là toute la journée et se plaint d'avoir faim en ce moment. Il remarque alors un groupe de 4 aventuriers qui passent à proximité. L'un d'eux se vante d'avoir atteint le niveau 6 alors qu'il effectuait sa chasse il y a quelques heures. Il y avait un chariot marchand transportant des marchandises jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un groupe de gobelins. Les gobelins sautèrent sur le chariot, mais heureusement, les mêmes aventuriers étaient proches. Leur chef montait à cheval, s'assurant que l'archer était protégé tout en abattant les gobelins, et il prendrait soin de ceux qui s'approchaient d'eux. Le mec aux cheveux longs s'attaque facilement à certains monstres grâce à ses compétences rapides et fluides, tandis que l'énorme mec a fait sa meilleure imitation de Hulk Smash avec sa hache à 2 mains. Après cela, ils sont retournés en ville où Hulk se vante de son niveau supérieur. Le groupe a alors parlé de partager le butin de la bataille, mais cela n'a fait que rendre le destin jaloux. Malgré ce sentiment, il sait qu'il ne pourra jamais être un aventurier. Son estomac recommence à grogner et il se croit inutile. Il a faim, il a un travail stupide et ses compétences uniques ne valent rien. Soyons honnêtes, ses statistiques ne font qu'une et son talent est la gourmandise. Malgré ses plaintes, il sait qu'il devrait être reconnaissant même d'avoir un travail. Plus tard dans la journée, la ville est pleine de vie. L'autre groupe essaie d'obtenir de meilleures armes jusqu'à l'annonce de l'arrivée des saints chevaliers. Les aventuriers se cachent immédiatement du trio de saints chevaliers. Pendant que le trio passe, une orange roule jusqu'à la botte du chevalier. Le commerçant s'en excuse et tente de le récupérer. Cependant, le saint chevalier chasse le marchand. Le pauvre homme essaie à nouveau de s'excuser. Mais les saints chevaliers commencent à l'intimider encore plus. Ils prétendent que le commerçant les insulte et pour cette raison, ils devraient lui prendre la tête. Le pauvre homme s'excuse à nouveau, mais le chef du trio dit aux 2 autres d'arrêter. Avant de partir, il dit au commerçant de ne pas laisser la même chose se reproduire. Le trio s'éloigne, qualifiant le vieil homme de chanceux. Le groupe d'aventuriers surveillait tout, mais ils ont du mal à croire que Lady Roxy soit un chevalier sacré comme eux. Nous revenons à notre destin inutile, qui se plaint toujours de sa faim. Heureusement, son quart de travail est presque terminé. Jusqu'à ce que le trio arrive, il demande si le destin a fait le bon travail pour les remplacer aujourd'hui. Le destin baisse la tête et confirme qu'il l'a fait. Le chef du trio laisse ensuite tomber quelques pièces sur le sol en guise de paiement et dit au destin de les récupérer. Le destin s'exécute et commence lentement à ramasser les pièces. Pourtant, l'un des saints chevaliers lui marche sur la main. Il commence à insulter le destin disant qu'il est tellement sale qu'il ne l'a pas remarqué. Et comme vous vous en doutez, le destin est une personne victime d'intimidation qui n'a aucun moyen de riposter. Son estomac fait à nouveau du bruit, rendant fou le chef du trio. Il prétend que ce bruit donne l'impression qu'il ne le nourrisse pas. Il demande si le destin essaie d'embarrasser la famille Vueleric et de le chasser. Le gars donne un coup de pied à Fate encore quelques fois, et la fille se joint à lui. Elle commence à qualifier la compétence Fate d'inutile et dit qu'il ne survit que parce qu'il lui donne de l'argent. Dans son esprit, le destin explique que dans ce monde, la valeur de chacun dépend des pouvoirs spéciaux qu'il a reçus des dieux. Il les appelle des compétences. Le chef du trio affirme que si le destin se relâche, le résultat se répercutera sur lui, ses employeurs. Le gars ordonne alors au destin de se lever. Mais quand il essaye, l'autre lui marche sur le visage et lui demande de se dépêcher. Il multiplie les brimades, affirmant qu'il doit être sanctionné s'il ne respecte pas les ordres. Cependant, une voix au loin leur dit d'arrêter. Il s'agit de la célèbre dame Roxy Hart. Elle se plaint avec élégance que les saints chevaliers ne devraient pas abuser des personnes
qu'ils ont juré de protéger. Le trio est agacé rien que par sa présence. Roxy continue en expliquant que surveiller la porte est un devoir honorable pour un saint chevalier, et que c'est le devoir du trio de surveiller cette stupide entrée. Le leader affirme qu'il est également de son devoir de fournir un emploi aux personnes inutiles comme Fate. Elle demande alors pourquoi il traite le destin de cette façon. Le gars déforme ses propos et dit aux autres qu'ils vont partir. Roxy se dirige vers Fate et lui demande s'il va bien tout en essayant de le relever. Elle utilise son mouchoir pour nettoyer ses blessures, mais Fate remarque la façon dont le chef du trio regarde Roxy. Elle finit de le nettoyer et il la remercie pour son aide. Roxy répond qu'elle ne fait que ce qu'un saint chevalier devrait faire. Elle dit alors que son quart de travail est terminé et que le sien va commencer. Le destin lui donne le bâton et Roxy lui demande de lui dire si le trio continue de commettre le même harcèlement. Le destin répond qu'il y est déjà habitué et s'en va. Plus tard dans la nuit, Fate est au bar et réfléchit aux paroles de Roxy. Mais le destin sait que le trio pourrait se venger d'elle. Alors, il décide de ne pas l'impliquer dans cette affaire. Le propriétaire du bar vient vers lui et lui demande si le trio a fait la même chose que d'habitude. Il dit à Fate que si cela continue, il finira comme le dernier. Il dit que le trio inflige à leurs employés des abus sans fin et un travail brutal. Mais ils ne peuvent pas le prouver car les anciens employés n'ont pas vécu assez longtemps pour le savoir. Le destin ignore les conseils et merci pour le repas. Le mec du bar dit alors qu'il va prier pour que le destin ne se termine pas comme ça. Pendant ce temps, le destin marche dans les rues et son ventre fait à nouveau du bruit. Il s'avère que son talent lui permet d'avoir toujours faim. Il qualifie cette compétence de stupide et aurait souhaité pouvoir naître avec une compétence utile. Pas quelque chose qui lui permettrait de devenir un chevalier sacré, mais quelque chose qui pourrait lui permettre d'être un guerrier, un marchand ou un artisan. Et c'est la réalité de ce monde. Si sa compétence est déchet, il sera également considéré comme déchet. Faith s'arrête alors soudainement et remarque des voleurs grimper sur les murs. Il commence à courir pour alerter Roxy de la situation. En apprenant la nouvelle, Roxy lui donne la piscine et dit qu'elle va appréhender les voleurs. Il lui souhaite bonne chance et elle se dirige vers l'intérieur. Le destin entend les lames s'entrechoquer et crie jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. Il aperçoit alors de loin un voleur blessé. Le destin commence à s'enfuir, mais il s'arrête après s'être rappelé que Roxy lui avait fait confiance. Il décide d'affronter le voleur de front et utilise la lance pour l'envoyer vers la prochaine vie. Soudain, tout autour du destin commence à devenir sombre. Il entend une voix lui disant que sa compétence gourmandise a été activée et que ses statistiques sont en cours de mise à jour. Lorsqu'il les vérifie, il constate que chacun d'entre eux a plus de 100 ans. Il a également acquis deux nouvelles compétences, l'identification et la télépathie. Il est toujours confus que sa compétence s'active et laisse tomber le poteau. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Roxy court alors vers lui pour vérifier s'il a été blessé par le voleur. Elle remarque qu'il n'a pas l'air bien et elle est inquiète. Elle n'a jamais dit cela, mais le destin a réussi à lire dans ses pensées. Il prétend qu'il n'est pas blessé et entend à nouveau ses pensées lorsqu'elle exprime son soulagement. Elle dit alors qu'elle devra signaler la situation à ses supérieurs. Mais le destin est encore plus confus, car il n'entend plus ses pensées. Le destin lui dit de s'en attribuer le mérite, car le trio causerait des problèmes s'il savait qu'il a affaire à un voleur. Elle décide de le remercier de l'avoir à réussir dans son devoir et lui demande s'il aimerait travailler pour sa famille. Elle lui dit qu'il connaîtra sa fin s'il continue à travailler pour le trio. Il devrait donc travailler pour sa famille qui le traiterait équitablement. Le destin commence à considérer la situation. Veut-il continuer à être traité comme un déchet ou veut-il avoir un avenir radieux en travaillant pour Roxy? Eh bien, il dit alors que s'il ne fait pas ce travail, un autre gars
viendra et souffrira de la même manière. Roxy explique que les chevaliers sacrés doivent garder l'entrée, pas les autres. Finalement, il accepte de travailler pour elle. Il rentre chez lui et est toujours confus par ses changements de statut. Il ne sait pas quelles sont ses nouvelles compétences, mais pense que c'est la télépathie qui lui a permis d'entendre les pensées de Roxy. Il commence alors à s'inquiéter de l'activation de sa compétence gourmandise et de ce qui se passe avec son corps. Mais il l'ignore rapidement, car il peut probablement maintenant battre des monstres. Le lendemain, Fate se rend dans la rue commerçante et se met à la recherche d'une arme. Cependant, son budget n'est que de 2 pièces. Le commerçant le gronde, car il ne pourra même pas acheter un couteau à beurre avec cette monnaie. Le destin est arrivé dans cette ville il y a 5 ans, mais il n'a pu économiser ces 2 pièces qu'en travaillant dans de mauvaises conditions. Le marchand lui dit alors que s'il le souhaite, il peut avoir les armes poubelles à l'intérieur du canon. Il décide de vérifier les lames et utilise ses compétences d'identification pour vérifier chaque lame. Tout est plutôt poubelle jusqu'à ce qu'il attrape celui qui se trouve dans le dos. Il l'identifie et pense que cette lame est sale et est traitée comme une poubelle, tout comme lui. Soudain, les épées se mettent à parler. Le destin commence à paniquer, mais essaie de ne pas faire de scandale. Son habileté lui permet de connaître le nom de l'épée, la cupidité. L'épée lui dit alors que si le destin l'achète, l'épée le rendra plus fort. L'épée l'appelle alors gourmandise. Le destin ne sait pas comment l'épée le sait. L'épée explique qu'ils ont beaucoup en commun. Le destin prend alors sa décision et achète l'épée. Pendant ce temps, le trio se plaint parce que Roxy essaie d'embaucher Fate sans le leur demander. La fille veut donner une leçon à Roxy, mais leur chef s'en fiche. Après tout, il y a plus de gens qui ont besoin d'un travail pourri. La jeune fille continue de se plaindre de Roxy, mais le gars lui explique que la famille de Roxy et la leur font partie des 5 grandes familles qui soutiennent le royaume. Ainsi, agir contre elle soulèvera certains problèmes. Le gars dit alors qu'il est temps pour lui d'aller au district militaire, mais la fille est confuse. Elle demande pourquoi il s'en soucie autant. Le gars explique alors qu'il veut en savoir plus sur l'étude sur la façon de devenir immortel. La fille est confuse et commence à en rire tandis que le chef s'éloigne. Pendant ce temps, le destin se rend aux portes de la ville avec sa nouvelle épée. L'épée ne cesse de répéter son nom simplement parce qu'elle veut le mémoriser. L'épée dit alors que les ennemis arrivent et le destin commence à paniquer. Un gobelin lui saute dessus, mais les yeux du destin changent et il tranche le gobelin d'un seul coup. L'autre voix reprend la parole, expliquant que la gourmandise a été activée et va augmenter ses stats. Il a également acquis la compétence d'augmentation de la force. Le destin est confus que cela se soit reproduit, mais il y a d'autres gobelins dans les environs. Grid se met à rire et explique que les gobelins apparaissent toujours en groupe. Ils se précipitent tous pour attaquer le destin, mais il parvient à les parer et à les trancher, un après un. Sa compétence gourmandise continue de s'activer à chaque fois qu'il bat un gobelin. Quelques heures plus tard, le destin parvient enfin à vaincre des centaines de gobelins. Il a désormais quelques compétences supplémentaires, mais ses statistiques sont désormais folles. Sa statistique la plus basse est de près de 500, et sa force est le triple de cette valeur. Greed demande alors si le destin a cessé d'avoir faim. Le destin est d'abord confus, mais il se rend compte que son estomac n'a jamais fait de bruit aujourd'hui. Le destin demande alors à Greed de quoi il s'agit. Il pensait que les gens ne pouvaient posséder que les compétences avec lesquelles ils sont nés. La cupidité explique que tout cela est dû à la gourmandise. Normalement, les gens doivent se battre et gagner des batailles pour augmenter leurs statistiques ou passer au VOS supérieur. Cependant, la gourmandise est une compétence de triche. Il vole les statistiques et les compétences de tout ce qu'il bat. Le seul problème est qu'il ne peut pas acquérir d'expérience et passer au niveau supérieur. Le destin demande comment Greed le sait
et l'épée explique qu'ils sont identiques. Malgré sa confusion, Fate remarque le groupe d'aventuriers venant dans sa direction. La cupidité lui dit qu'il ne devrait pas faire connaître aux gens sa compétence de gourmandise, car elle défie la loi divine. Le destin réalise ce que cela signifie et décide qu'il ne peut pas faire la fête. Il doit toujours se battre seul. Greed lui dit alors qu'il n'est pas seul, car Greed est avec lui. Le destin accepte ses paroles et décide de revenir. Pourtant, Greed l'empêche de revenir sans récupérer les oreilles des gobelins. Le destin est confus, mais Greed explique qu'il sera payé s'il les vend. Le destin commence à s'à regretter d'avoir tué autant de gobelins, mais parvient à le faire et à être payé. Il réussit à gagner 3 pièces d'argent et 80 pièces de bronze et décida de se procurer de la viande pour le dîner. La cupidité l'arrête, lui disant de faire d'abord l'entretien. Le destin décide toujours de préparer le dîner en premier, mais il tombe sur un type louche venant d'une ruelle sombre. Il y a une petite fille avec le type louche, elle touche le destin, et il entend sa voix implorant son aide. Il voit ses yeux trembler de peur, et le gars commence à tirer la fille en s'éloignant. Le destin utilise alors ses compétences pour identifier les compétences du type louche, mais elles disparaissent rapidement. Greeds explique que le gars a une capacité de dissimulation qui cache tout ce qui ne peut pas être identifié. Greeds demande ce que leur destin fera, et il révèle qu'il sauvera la fille. La jeune fille se retrouve dans un entrepôt, enchaînée au mur. Le gars commence à se moquer d'elle, disant qu'elle deviendra un jouet pour les saints chevaliers. Le destin surveille de près, mais Greed l'empêche de bouger. Greed explique que Guy est plus fort que lui et qu'il devrait se détourner. Mais le destin veut aider tous ceux qu'il voit souffrir devant lui, surtout parce qu'il a désormais le pouvoir de le faire. On voit alors un orphelinat. La religieuse explique aux enfants comment Saint Laplace a créé leur monde. La vieille dame prétend alors que leur Dieu a quitté leur monde et a donné aux gens des pouvoirs spéciaux. Elle demande si les jeunes enfants connaissent le nom de ces pouvoirs, et ils répondent par compétence. La religieuse dit alors aux enfants de remercier Saint Laplace pour leur repas. Les enfants obéissent et commencent à grignoter ce repas dépressif. Cependant, on n'a pas encore touché à sa nourriture. La religieuse demande s'il se sent bien et le garçon dit simplement que Holly Laplace ne joue pas franc jeu. Il explique que les chevaliers sacrés et les guerriers possèdent des compétences étonnantes. Mais le jeune garçon pense avoir été abandonné à cause de sa faible habileté. D'une manière ou d'une autre, la religieuse pense que l'enfant sera réconforté lorsqu'elle lui expliquera autrefois personne n'avait de compétences. À cette époque, il n'y avait pas non plus de statistiques ni même de monstres, c'était un endroit où tout le monde était égal. Le garçon se déchire en souhaitant être né dans ce monde. La religieuse réconforte l'enfant, mais une autre arrive en courant. Elle explique qu'ils n'ont pas pu retrouver la fille qui a disparu, alors ils vont la chercher dans la ville. La fille disparue est la même que celle qui a été capturée par le méchant. Le gars donne un coup de pied au poteau auquel elle est enchaînée, lui disant de pleurer et de crier. Il prétend qu'elle deviendra un jouet des saints chevaliers, mais la jeune fille ne fait toujours aucun bruit. Le gars s'arrête et commence à s'éloigner, donnant à la fille une chance de sangloter. Elle entend alors des pas, mais c'est le destin qui lui dit qu'elle ira bien. Il la libère des chaînes et lui dit de se dépêcher et de s'échapper. Cependant, l'autre gars est revenu. Le gars explique qu'il rencontre parfois des gars comme Fate, des mecs pathétiques et inutiles qui se prennent pour des sortes de héros de la justice. Le destin sourit simplement à la fille et sort Greed pour combattre le méchant. Le gars se moque du destin en lui demandant s'il sera capable de se battre tout en protégeant la fille. Il commence à se rapprocher et la jeune fille finit par s'accrocher à la chemise du destin, effrayée. Le destin pense qu'il doit la mettre en sécurité, mais il ne sait pas où. Greed a une idée et dit au destin de reculer parce que l'autre pense que le destin est plus faible que lui.
Par conséquent, Grid veut que le destin profite de la confiance du gars. Le destin suit les instructions et commence à s'enfuir avec la fille. Le gars les suit lentement et dit qu'il tuera le destin s'il fait tomber les cartons. Il essaie ensuite de mettre le destin en colère, expliquant que la jeune fille deviendra obéissante lorsqu'elle verra le corps du destin hors d'âme. Le destin parvient à atteindre le point final et Grid lui dit qu'il est maintenant temps d'attaquer. Le destin frappe alors les cases où passe l'autre gars et les utilise pour sauter et l'attaquer. Le gars parvient à esquiver, ne prenant qu'une égratignure sur la joue. Le gars commence alors à devenir sérieux et son épée commence à briller. Greed sait que cette compétence sera un problème et dit au destin de frapper le gars avec son arme. Le destin utilise à nouveau les boîtes pour sauter vers le gars et parvient non seulement à couper son épée en deux, mais également à le trancher. Alors que le gars est encore en vie, le destin demande ce qu'il voulait dire en amenant la fille au Saint Chevalier. Il se demande qui a ordonné au gars de kidnapper la fille, mais le gars refuse de répondre. Alors, le destin décide de poignarder sa blessure et de le torturer de douleur. Après quelques secondes, le gars accepte de révéler qu'il l'a embauché. C'était Atto Véléric, le gars qui battait Fate au hasard. Il s'avère que ce type est un mec fou qui aime montrer aux enfants orphelins quelques techniques de tir à l'arc. Mais au lieu de tirer sur des pommes, il tire sur des cerveaux. Le destin emmène alors la fille dehors, lui disant qu'elle ira bien à partir de maintenant. Son estomac commence à faire du bruit et Grid commence à se moquer de lui. Il l'invite à manger quelque chose et lui demande le nom de la fille. Sahara, dit-elle. Il emmène Saraha aux étals de la rue et récupère des bâtonnets de viande. La fille commence immédiatement à creuser et explique que c'est la première fois qu'elle mange de la viande. Elle commence alors soudainement à se démolir sans raison, mais le destin la comprend et lui donne sa part. Il la ramène ensuite à l'orphelinat, où elle retrouve les religieuses. Il remercie le destin d'avoir aidé Sahara, mais il devient confus. Il demande si tout va bien, mais il répond simplement que personne ne l'a jamais remercié auparavant parce qu'il possède une compétence poubelle. La fille est confuse et pose des questions. Le destin explique que son talent lui donne simplement faim. Il se rapproche alors et tente d'encourager Sahara. Il lui dit que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, si elle parvient à en rire, elle finira par trouver le bonheur un jour ou non. Ce sont les mêmes mots que son père lui disait quand il était encore enfant. Il ne les comprenait pas à cette époque, mais ils l'ont aidé au fil des années. Il s'éloigne ensuite et Greed explique que non seulement ses statistiques ont augmenté, mais qu'il a également acquis la technique de l'épée à une main. Il félicite le destin pour sa nouvelle compétence, mais le destin est confus. Greed explique qu'il s'agit d'une compétence technique qui lui permet d'acquérir des arts technologiques. Ce sont littéralement des techniques secrètes. Dans ce cas, il peut attaquer deux fois en même temps. Le destin est d'abord impressionné, mais il se rend ensuite compte que si le gars parvenait à maîtriser cette compétence, il serait immédiatement coupé en trois. Le destin se plaint à Greed qu'il aurait dû le prévenir plus tôt. Mais Greed appelle simplement Fate, un héros qui essayait de sauver une fille. Le destin dit qu'il n'est pas un héros et révèle qu'il n'aurait pas eu affaire à ce gars s'il connaissait ses compétences. Greed explique ensuite que les batailles dépendent de la chance du moment. Ainsi, la personne la plus forte ne gagne pas toujours. Le destin fixe alors son nouvel objectif, devenir assez fort et éviter de gagner sans chance. Greed pose alors des questions sur demain, puisque ce sera le premier jour de travail du destin pour les cœurs. Le destin confirme et Greed demande s'il va se présenter comme une plèbe. Cela rappelle au destin qu'il a oublié d'acheter de nouveaux vêtements. Pendant ce temps, dans un bar, un vieil homme révèle que Sir Mason a été frappé par un dragon divin à Gallia. Le barman demande ce qui va arriver à la famille Hart, et le vieil homme répond que Roxy lui succédera. Le principal problème
et que Sir Mason gardait les chevaliers sacrés sous contrôle, si on peut appeler cela ainsi, et le vieil homme n'est pas sûr de pouvoir les garder en ligne. Le barman répond que les frères et sœurs Villaric sont plutôt trash et qu'ils préfèrent parler de quelque chose de plus agréable. Le vieil homme s'enquiert alors du sort, et le barman répond qu'il venait tous les jours après le travail. Le lendemain, le destin arrive dans le quartier Holy Night, l'air frais. En s'approchant, il réalise que Roxy vit dans un immense manoir. Il finit par la rencontrer près de la fontaine et elle sourit, expliquant qu'elle l'attendait. Cependant, le destin ne répond pas, il est frappé par sa beauté. Il lui dit qu'elle est jolie et elle devient timide. Elle l'emmène ensuite faire une visite à l'intérieur. Et son premier arrêt est devant une tombe. Il s'avère que c'est son père et elle lui présente le destin. Le destin est d'abord confus. Elle explique que cela s'est produit il y a 5 jours lorsqu'il a rencontré un dragon divin. Le destin se souvient de Gallia, c'est un continent dominé par des monstres. Et l'un des devoirs des chevaliers sacrés est de contenir ces monstres. Elle explique que c'était le devoir de sa famille de contenir les monstres cette année. Bien qu'il s'agisse d'une tâche dangereuse, elle ne devrait pas être mortelle. Pourtant, un dragon divin disparu depuis 1000 ans est soudainement apparu et son père est parti dans un autre monde. Le destin se rend compte qu'elle souffre depuis quelques jours, mais elle veille toujours sur lui. Il commence à se sentir triste, mais elle lui dit de ne pas le faire. Elle est la nouvelle chef de la famille et dit qu'ils travailleront ensemble pour en faire un endroit joyeux. Le destin accepte ces paroles et lui serre presque la main, mais il se rend compte que cela activera la télépathie. Alors il pointe du doigt ailleurs. Heureusement, la femme de ménage, Haru, apparaît au même endroit. Roxy les présente l'un à l'autre et elle commence immédiatement à menacer le destin, lui disant de se comporter comme un véritable serviteur. Mais d'abord, ils doivent déjeuner. Le destin commence à dévorer de la viande et à se comporter comme un homme qui n'en a mangé qu'une seule fois dans sa vie. Haru, bien sûr. S'énerve parce que ce n'est pas ainsi qu'un bon serviteur devrait se comporter. Il s'avère que Fate est ensuite chargé de tailler les buissons tous les jours. Il doit les garder bien rangés et propres pendant une semaine entière. Les autres serviteurs mentionnent qu'ils devraient prendre quelques pauses et ne pas se surmener, mais ils mentionnent également qu'ils ont toujours pensé que le destin était un cinglé, parce qu'il parle à son épée. De plus, il se comporte comme un fou lorsqu'il mange de la viande. Le destin ne répond qu'à la partie viande, expliquant que la dernière fois qu'il en a mangé, c'était il y a 5 ans. Les vieux serviteurs se mettent à en rire jusqu'à ce que l'estomac du destin commence à faire du bruit. Ils lui disent qu'ils viennent de déjeuner et lui demandent s'il a mangé. Haru apparaît alors, expliquant que Roxy veut le voir. Il suit Haru, mais trouve bizarre son état d'estomac. Haru l'emmène dans une autre partie du jardin, où il rencontre Roxy. Elle lui donne du thé et lui demande comment il s'est adapté à son travail. Mais le destin ne pense qu'à son estomac, il a encore plus faim à chaque seconde. Roxy crie littéralement destin à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il revienne à la réalité. C'était le même nom que son père l'appelait. Il lui a expliqué et elle a posé des questions sur lui. Il révèle que son père est mort lors d'une chasse aux monstres. Il lui demande pourquoi elle l'a appelé Faye, mais elle l'appelle simplement un surnom pour le destin. Et depuis qu'il travaille pour elle, il fait littéralement partie de la famille. Le gars comprend tout mal, comme un adolescent qui vient de voir une fille lui sourire. Soudain, il commence à avoir des vertiges et s'effondre. Il se réveille la nuit dans sa chambre et lit une note. Cela vient de Roxy, qui lui demande de prendre un jour de congé et de se reposer. Le destin se décide de demander à Grid pourquoi il a plus faim et pourquoi il s'est effondré. Grid est surpris que le destin ne pose que des questions à ce sujet pour le moment. Il a eu plus faim depuis un certain temps, mais il a réussi à le contrôler jusqu'à aujourd'hui. Grid explique qu'une fois que la compétence gourmandise a goûté aux âmes, elle ne peut plus être arrêtée.
Le destin est confus, mais Grid explique que plus il dévore, plus il deviendra fort. Mais cela va aussi lui donner envie de dévorer de plus en plus. En activant sa compétence, il sera destiné à chasser et dévorer les âmes jusqu'à son dernier jour en vie. Le destin demande ce qui se passera s'il ne le fait pas. Grid explique qu'il n'y a que deux possibilités. Soit il mourra de faim, soit il perdra le contrôle et se déchaînera, mettant tout le monde en danger. Le destin est choqué car cela fera de lui un monstre. Grid lui donne alors quelques conseils. Lorsque la fin du destin approchera de ses limites, cela sera visible dans ses yeux. Le destin vérifie alors son reflet dans le miroir et découvre qu'il a un partage de Wish. Sans aucune option, Fate décide de quitter la ville la nuit pour chasser. Il remarque que, pour une raison quelconque, tous les guerriers autour sentent bon. Grid explique que c'est parce que son boost de faim est activé. Il explique également que c'est la raison pour laquelle les yeux du destin sont rouges et que c'est un pouvoir qui rend sa compétence gourmandise plus efficace. Grâce à cela, il aura une meilleure vision nocturne, pourra suivre ses proies par odeur, tout en terrifiant et paralysant les proies les plus faibles. Le destin parvient enfin à trouver un groupe de gobelins et remarque que son talent les a empêchés de bouger. Il tranche les gobelins avec aisance et sourit comme un fou. Cependant, les petits gobelins ne suffisent pas à le satisfaire. Bride lui dit de se diriger vers les forêts de hobgoblins. Il suit ses instructions et rencontre des hobgoblins. Il commence à les découper en tranches, mais cela ne suffit jamais à le libérer de sa faim. Après une immense chasse, il parvient enfin à ne plus avoir faim. Il ne veut plus ressentir cela. Greed lui dit qu'il doit chasser des monstres de temps en temps. Soudain, le sol se met à trembler. Le destin se cache et remarque un énorme monstre portant un humain à la main. Greed explique qu'il s'agit d'un roi gobelin. Les yeux du destin changent immédiatement et Greed explique qu'ils ont des statistiques similaires, mais que le gobelin a une régénération de santé. Greed explique qu'il guérit les blessures, lui permettant de se battre pendant une longue période. Le roi gobelin s'assoit et savoure son dessert humain. Cela donne au destin l'opportunité de grimper à un arbre et de frapper le bras du roi gobelin. Cependant, le destin est distrait en voyant le désert humain étendu sur le sol. Le monstre tente de l'écraser, mais le destin parvient à esquiver ses coups. Il a clairement peur des attaques, mais Grid lui dit de lui faire confiance et de se précipiter. Le destin le suit et parvient non seulement à bloquer les attaques du monstre, mais également à le trancher. La compétence gourmandise s'active à nouveau, faisant atteindre au destin un tout nouveau niveau. Il possède désormais plusieurs compétences et tous ses départs atteignent 5 chiffres. Il s'assoit alors, épuisé, et Grid dit que la vraie affaire va commencer maintenant. Il explique que les statistiques de Fate peuvent désormais utiliser le premier niveau de Grid. Le destin est confus, mais Grid dit que c'est une autre forme. Grid explique qu'il peut obtenir de nouvelles fonctions si le destin lui propose ses statistiques, mais cela lui coûtera chaque point de statistique. Le destin refuse, mais Grid explique que s'il ne le fait pas, il ne pourra plus l'utiliser. Il dit ensuite que le destin peut soit être fort par lui-même, soit qu'il peut le rendre fort par l'avidité, et ils travaillent ensemble. Le destin décide d'accepter l'accord et lui donne ses statistiques. La cupidité commence alors à se transformer en arc magique. Il lui suffit de tirer l'arc et la flèche apparaîtra. Le destin décide de le tester et s'avère que la flèche peut suivre la cible, battant facilement un gobelin qui se trouvait à proximité. Il décide alors de prendre les oreilles du roi gobelin et de les déposer à l'orphelinat de Saraha. Il espère que les religieuses pourront nourrir les enfants pendant un moment. Le lendemain, Roxy tente de s'enfuir de la maison. Le destin ne la reconnaît pas et lui dit d'arrêter de bouger, pensant qu'elle est une voleuse. Elle a peur et se retourne. Le destin s'excuse de lui avoir fait peur, mentionnant qu'elle a l'air différente de d'habitude. Il lui demande si elle se rend au château, mais elle répond simplement qu'elle se rendra en ville
pour une inspection secrète. Elle dit au destin de ne le dire à personne, en particulier à Haru, qui la gronderait pour s'être habillée de cette façon. Le destin promet de garder le secret et tente de retourner au travail. Roxy décide alors de lui donner un rendez-vous dans sa tête. Elle lui dit que le destin l'accompagnera lors de l'inspection. Les deux partent, mais Roxy semble s'amuser trop. Il lui dit de ralentir, mais elle lui dit d'arrêter de l'appeler Roxy, sinon les gens la remarqueront. Elle lui demande alors de l'appeler Lexi. La cupidité se moque du destin, qui dit à l'épée de se taire. Roxy pense que ces mots étaient pour elle, et s'excuse d'être ennuyeuse. Il essaye d'esquiver une balle et elle se sent soulagée, expliquant qu'elle est heureuse de passer du temps avec lui. La cupidité se moque de leur moment romantique, mais le destin en a assez et essaie de le gâcher. Mais Roxy l'arrête, lui disant qu'il ne peut pas traiter son arme de cette façon. Elle se rend alors compte qu'elle n'a jamais jeté un œil à son épée auparavant. Le destin se rend compte qu'il constitue un gros problème, car quelqu'un avec un talent sans valeur comme lui ne devrait pas avoir d'épée. De plus, il ne peut parler à personne de son talent de gourmandise. Il finit par lâcher l'épée et Roxy la ramasse. Après avoir jeté un rapide coup d'œil, Roxy dit que Greed a besoin d'un peu d'entretien et promet de l'emmener chez le forgeron de sa famille. Il continue ensuite à marcher et le destin dit à Greed qu'il sera enfin poli. Mais Greed ne répond pas. Il essaie de vérifier ce qui se passe, mais Greed profite simplement de son moment après avoir été touché par Roxy. Il mentionne ensuite que Roxy sent bon, ce qui envie au destin de le jeter. Cependant, Roxy lui dit de se dépêcher. Il quitte la ruelle et s'engage dans les rues de la ville. C'est rempli de vie, de commerçants et de toutes sortes de gens. Roxy voit de beaux raisins et s'arrête. Le commerçant explique fièrement qu'ils proviennent du vignoble de la famille Hart. Elle veut y goûter et le marchand lui en donne deux. Le destin en goûte un et le trouve tout à fait délicieux. Roxy finit par cracher le morceau mentionnant qu'il a été cultivé à la maison. Le marchand est confus par sa déclaration. Le destin se rend compte qu'elle pourrait être découverte, mais Greed lui donne une idée. Le destin s'en mêle et explique au marchand qu'un de ses proches travaille pour la famille Hart. Le commerçant est convaincu et s'en va. Elle le remercie de l'avoir sauvé, mais l'attention de tous est attirée sur autre chose. Les saints chevaliers arrivent, toute l'ambiance de la ville disparaît. Tout le monde se tait et essaie de détourner le regard. Ils sont inquiets, ne sachant pas ce que le saint chevalier fait ici. Ils pensent tous que les chevaliers sacrés de rang inférieur abusent de leur pouvoir depuis le décès du père de Roxy. Pourtant, le ventre du destin fait du bruit lorsque le type passe par là. Creed s'en moque, mais le saint chevalier s'offusque. Il demande qui a fait ce bruit et s'approche du destin. Le destin se met à genoux et tente de s'excuser, mais le saint chevalier dit qu'il ne l'entend pas. Le chevalier est sur le point de donner un coup de pied à la tête du destin, mais Roxy intervient. Elle explique que Fate s'est déjà excusé, mais que le mec sans cervelle commence maintenant à s'en prendre à Roxy. Il se demande qui est cette fille qui essaie de répondre à un saint chevalier. Mais quand il la regarde, il la reconnaît presque. Tout le monde demande alors si ce n'est pas Roxy de la famille Hart. Le destin s'inquiète que tout le monde découvre la vérité. Mais Greed lui donne un plan, faire semblant d'être amant. Le destin est tellement choqué qu'il le répète à voix haute. Roxy l'entend et pense que c'est une excellente idée. Elle aide Fate à se relever et essaie de jouer le jeu. Elle dit qu'elle lui a préparé le petit déjeuner, mais qu'il ne l'a pas mangé. Le destin essaie de le jouer, et ils finissent par avoir leur moment romantique improvisé, au point que même Greed pense que cela devient assez gênant. Roxy apprécie beaucoup et s'excuse auprès du chevalier, avant de s'éloigner. Tout le monde commence alors à penser que cela ne peut pas être le cœur de Roxy, parce que les saints chevaliers ne savent pas cuisiner du tout. Les citoyens se dispersent et Roxy entraîne Fate dans une ruelle. Elle pense alors qu'elle n'a jamais serré les bras d'un garçon auparavant.
Mais devinez quoi? Le destin peut entendre ses pensées. Il entend que son cœur bat la chamade et s'excuse tout en prenant ses distances. Elle ment en disant qu'elle y est habituée et commence à s'éloigner joyeusement. Le destin s'abat, pensant qu'il pourrait être difficile pour lui d'escorter Roxy. Il remarque qu'elle s'est arrêtée près d'un stand et la voit en train de regarder une gemme rouge. Elle explique qu'elle s'intéresse à eux parce que c'est une fille. Elle remarque alors une sorte de roche et demande au marchand si ce sont aussi des pierres précieuses. Le marchand explique que c'est du minerai, qu'il peut contenir une gemme ou non. C'est un achat pour tenter votre chance. La marchande révèle que le minerai coûte 10 pièces de bronze et lui demande si elle veut l'essayer. Greed explique que Fate peut facilement trouver les meilleurs en utilisant sa compétence d'identification. Le destin essaie alors de regarder les rochers, jusqu'à ce qu'il remarque que Roxy regarde simplement une gemme bleue. Il se rend compte qu'elle ressemble à une fille normale plutôt qu'à un saint chevalier. Le marchand profite du moment pour proposer une réduction si le destin achète la gemme à sa copine. Le destin devient timide et Roxy décide de simplement s'éloigner. Il la suit et elle demande si le destin a une connaissance guerrière. Le destin se pose des questions sur Minerva et Oliver, mais Roxy explique qu'elle doit parler à des guerriers actifs, pas à des retraités. Il devient curieux, mais ils sont interrompus lorsqu'ils entendent une conversation sur le massacre des Gobelins. Il s'avère que les gens pensent que c'est un monstre de haut niveau qui l'a fait. Roxy se met alors à courir après les deux gars qui en parlaient. L'un d'eux pense que la théorie des monstres est stupide car les oreilles du roi Gobelin ont été données à un orphelinat. Roxy interrompt alors les gars et demande des détails. Elle demande s'ils savent quelque chose sur le monstre errant, mais ils ne le savent pas et s'en vont. Elle demande alors au destin de l'emmener là où les guerriers se rassemblent. Il se rend alors compte que Roxy enquête sur le monstre errant apparu dans la ville ces derniers jours. Vous le connaissez aussi par le destin. Il l'emmène au bar et le barman, qui pensait que le destin était mort, est surpris de le voir vivant. Il présente Roxy comme sa collègue. Mais le barman commence à venir le chercher, mentionnant qu'il a disparu pendant un moment et amène maintenant sa copine. Le destin s'énerve et craint que Roxy ne soit offensée. Greed mentionne même qu'il pourrait perdre la tête. Roxy réagit en détruisant sa tasse, non pas parce qu'elle est en colère, mais parce que c'est ce qu'elle veut, être applaudie. Ils prennent un copieux repas et le barman explique ce qu'il sait sur le mystérieux essuie-glace gobelin. Il explique littéralement qu'un guerrier a trouvé un tas de gobelins avec leurs oreilles encore intactes. Roxy est confuse car tout le monde lui arracherait les oreilles pour les vendre pour de l'argent. Elle pense donc qu'il s'agit d'un monstre errant qui a migré d'une autre région. Le barman explique que ce sera mauvais pour les affaires, ce qui rend le destin confus. Le barman entre dans les détails, expliquant que les gens doivent passer par les plaines gobelines s'ils veulent faire des affaires dans ou hors de la ville. Par conséquent, les gens ne voudront plus voyager et cela détruira l'économie de la ville. Le destin commence à se rendre compte de son erreur lorsqu'un vieil homme entre dans le bar. Il pense voir un fantôme parce qu'il pensait aussi que le destin était mort. Il s'avère que le vieil homme possède également des informations. Il pense que le monstre errant est un coup de langue. Par conséquent, les saints chevaliers prendront des mesures directes pour y faire face. Grid dit à Fate que ce sera un problème car il a perdu toutes ses statistiques. Pourtant, la plus grande inquiétude du destin est de savoir si Roxy se joint à la chasse et le voit. Un groupe de guerriers itinérants entre dans le bar et vous savez, le comportement typique. Ils saisissent l'épaule de Roxy et l'invitent à s'amuser avec eux. Le destin se lève pour la protéger, mais elle se lève aussi et utilise son habileté pour pousser le gars contre le mur. Tout le monde se rend compte que seul un chevalier sacré pourrait faire une chose pareille. Elle révèle alors son identité et s'excuse d'avoir tenté de tromper tout le monde.
Les guerriers se mettent à genoux pour s'excuser, effrayés. Ils essaient même de la payer pour rester en vie. Elle leur dit de mettre leur argent de côté parce qu'elle ne veut pas que les gens craignent les saints chevaliers, un groupe qui devrait protéger les faibles. Elle révèle qu'elle partage le rêve de son défunt père, vivre dans un monde où tout le monde pourrait rire sans se soucier de son statut. Le vieil homme se rend alors compte que Roxy est comme son père. À ce moment-là, le destin se promet de suivre Roxy jusqu'à ce qu'elle réalise son rêve. Après s'être complètement amusée, Roxy emmène Fate chez le forgeron. Greed adore le massage de polissage et explique qu'il coupera encore plus vite. Le destin la remercie de l'avoir aidé à effectuer la maintenance de Greed, où Roxy explique qu'il l'a également aidé à obtenir plus d'informations sur le monstre errant. Faith devient alors curieuse et demande pourquoi elle n'était pas au courant de la chasse. Elle explique que, depuis le décès de son père, la famille Vuelleric profite littéralement de la situation pour régler des problèmes sans l'en informer. Soudain, ils entendent deux voix, et réprimant l'agitation. Ils remarquent que Atto tire le bras d'un enfant, et Roxy lui dit de relâcher l'enfant. La fille prétend qu'ils prennent simplement un enfant perdu sous leur protection. Mais Roxy ordonne au destin d'aider l'enfant. Ce faisant, le chef du trio essaie de parler au destin, mais notre garçon l'ignore. Roxy dit alors au trio qu'elle s'occupera de l'enfant et décide d'interroger le chef. Elle demande pourquoi il ne l'a pas informé de la chasse aux monstres errants. Le gars essaie de l'ignorer, disant qu'il pensait qu'elle serait occupée à penser à son père. Roxy prétend qu'elle va bien, mais le gars l'ignore et s'en va. Atto, le psychopathe, raconte à l'enfant et à Fate leur détritus avant de s'éloigner. L'enfant révèle alors qu'il déteste les nuits saintes, obligeant Roxy à s'excuser. Il est confus, mais le destin lui demande rapidement s'il s'est perdu avec sa mère. L'enfant confirme, amenant Fate et Roxy à l'aider à chercher sa mère. Le destin pense qu'il s'est également perdu en arrivant dans la ville il y a 5 ans. Cependant, il fut aidé par une femme chevalier sacrée. Il se demande ce qui lui est arrivé car il ne l'a jamais revue depuis. Mais on remarque clairement qu'il s'agissait de Roxy lorsqu'elle avait les cheveux courts. Après quelques heures de marche, ils ne parviennent toujours pas à retrouver la mère de l'enfant. Cependant, elle apparaît quelque temps plus tard, à la recherche de son fils. Le destin est heureux d'avoir réussi à la retrouver, et il est enchanté lorsqu'il voit le sourire pur de Roxy. Elle, pourquoi il la regarde, et il essaie de trouver une excuse. Il dit qu'il se fait tard et qu'ils doivent rentrer. Roxy se rend alors compte de la situation et lui fait promettre une chose. S'ils ont des ennuis, ils le feront ensemble. Il promet qu'ils le feront et il se précipite chez eux juste pour se faire gronder par la femme de chambre en chef. Plus tard dans la nuit, Fate demande à Greed s'il existe un moyen de chasser des monstres sans que Roxy ne le sache. Greed suggère qu'ils reçoivent un masque spécial. En le vérifiant, il se rend compte qu'il s'agit d'un objet magique déformant la perception. Grid explique que le masque le rendra différent de celui qui le verra. Le destin pense que Pèse Parfait et l'achète. Dans le même temps, il finit également par acheter un minerai à l'autre marchand. Il donne le minerai à Roxy, qui est un peu confuse. Il explique simplement qu'elle l'aide littéralement dans tous les aspects de sa vie et lui demande de s'ouvrir. Elle le fait et remarque un énorme joyau bleu à l'intérieur. Elle promet de chérir et lui demande s'il veut 1 an de viande en récompense, ou peut-être une pierre à aiguiser pour aiguiser la cupidité. Vous savez que Greed veut la pierre à aiguiser, mais le destin refuse les deux. Pendant ce temps, les 5 chevaliers se réunissent sans le consentement de Roxy, où le chef du trio prétend qu'ils discuteront de leur excursion à Gallia. La nuit, plusieurs aventuriers sont sur les champs. Ils voient les cadavres de plusieurs gobelins et pensent que le monstre est revenu. Ils ne sont pas contents de ne pas avoir pu le capturer. Pendant ce temps, le destin se tient au-dessus d'un tas de gobelins avec son nouveau masque. Les aventuriers le voient et courent pour sauver leur vie, pensant que c'est lui le leak.
On l'appelle Cadavre. Greed lui dit qu'il aime son nouveau nom. Il lui demande s'il n'est pas tout encore satisfait. Le destin lui dit qu'il veut que ses statistiques soient aussi élevées que possible avant que les chevaliers ne le poursuivent. Au château de la famille Hart, le destin taille des fleurs avec désinvolture. Mener une double vie est très révélateur pour lui. Lady Roxy s'approche de lui et lui dit qu'elle a une mission secrète pour lui. Inspection. Nous pouvons ensuite voir le destin dans le carrosse de Lady Rox. Il n'a pas l'air très heureux. Elle montre du doigt une vaste étendue de terre appartenant à la famille Hart. Il lui demande si leur mission secrète consiste à récolter du raisin. Elle lui dit qu'elle veut qu'ils voient leur vignoble de près après avoir vu leurs raisins au marché. La calèche arrive enfin à destination et Aïcha Hart, qui est la mère de Roxy, sort pour les saluer. Roxy lui dit qu'elle n'aurait pas dû s'en soucier, mais sa mère lui dit qu'elle se sent assez bien pour pouvoir le faire. Roxy tells her not to overexert herself. Roxy's mother asks her who accompanied her. Elle présente Fate à sa mère en tant que servante qu'elle a embauchée. Ils échangent des plaisanteries. Greed dit à Fate qu'il est soulagé qu'Asha soit gentille. Asha dit au destin de se rapprocher. Elle lui demande s'il aime sa fille. Roxy est gênée par cette question. Elle interroge sa mère, se demandant pourquoi elle a posé une telle question au destin. Asha lui dit qu'elle veut juste connaître son opinion sur elle en tant qu'employeur. Ils sont tous les deux soulagés qu'elle parle d'une relation commerciale. Le destin dit à Asha en toute sincérité qu'il tient à Roxy et qu'il la servirait toute sa vie s'il le permettait. Roxy est à nouveau embarrassée et se précipite dans sa chambre pour tenter de le cacher. Le destin demande s'il a dit quelque chose de mal. Asia lui dit que c'est le comportement typique de Roxy de s'enfuir, puis les choses deviennent inconfortables. Elle lui dit qu'elle était petite, qu'elle a toujours été une pleurnicharde qui avait peur des plus petites choses. Le destin dit qu'il ne pouvait pas le dire à la manière dont elle se comporte dans la capitale. Aïcha lui dit qu'elle n'arrive pas à croire que sa fille se soit révélée être un chevalier sacré. Elle lui dit qu'elle craint que Roxy ne fasse trop d'efforts maintenant qu'elle est à la tête après le décès de son père. Fake lui dit que Roxy est un bon chevalier sacré qui remplit bien son devoir et est aimé du peuple. Aïcha est heureuse d'entendre cela. Roxy entre dans sa chambre et allume une boîte à musique tout en regardant des photos d'elle quand elle était plus jeune. Cela déclenche un souvenir de son père qui l'entraînait. Il lui apprend la bonne position et le maniement de l'épée. Il est si fier qu'elle soit devenue un chevalier magique à un si jeune âge. Elle lui dit qu'elle veut être comme lui et pouvoir rire avec les gens. Il lui dit qu'elle a choisi la bonne voie en tant que membre de la famille Hart. Elle revient au présent en disant à une figurine de son père qu'elle n'a pas encore tenu sa promesse. Au vignoble, le destin rejoint d'autres serviteurs pour récolter les raisins. L'un des domestiques lui offre une coupe de raisins fraîchement pressés. Le destin le remercie. Il prend une gorgée et complimente sa douceur. Le serviteur explique comment les seigneurs et les serviteuses ont travaillé ensemble pour donner aux raisins une telle saveur. Le destin demande si Sir Mason a également joué un rôle dans tout cela. Le domestique lui raconte qu'il a appris la triste nouvelle de son décès. Il dit à Fate qu'il n'était pas sûr que Roxy viendrait pour la récolte à cause de cela. Il demande au serviteur si Roxy a aidé à la récolte annuelle. Il dit à Fate que c'est l'une des choses pour lesquelles elle vient, l'autre étant de chasser des monstres. Le destin pose des questions sur la partie chasse aux monstres. Le serviteur lui dit que la période actuelle des vendanges ne concerne pas seulement les raisins, mais plusieurs produits alimentaires. Il dit à fait que les monstres apparaissent parce qu'ils ont généralement faim. Il dit à fait qu'ils ont affaire à un groupe de monstres en particulier appelés kobolds. À ce moment, l'estomac du destin grogne. Le domestique l'entend et lui dit que c'est compréhensible qu'il ait faim puisqu'il a travaillé toute la journée. La compétence du destin agit. La cupidité lui dit que sa compétence a faim de nouveaux monstres à consommer.
après n'avoir consommé que des gobelins. Plus tard dans la journée, après avoir rangé les sacs de raisins, Roxy dit à Fate de rentrer à la maison sans elle. Le destin parcourt le chemin menant à la maison et voit une fille marcher vers lui avec une énorme hache de combat hissée sur son épaule. Il n'a jamais vu la fille là-bas auparavant. Tandis qu'ils marchent l'un à côté de l'autre, la jeune fille l'interpelle. Lorsque le destin regarde ses yeux, il ressemble au sien lorsqu'il active sa compétence. Il essaie de l'analyser, mais n'obtient rien. Elle l'appelle à nouveau et il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle est venue trop tôt. Le destin lui demande ce qu'elle veut dire. Elle lui dit qu'elle est venue pour les kobolds, mais qu'il peut les avoir. Elle lui dit qu'il lui en doit un lors de leur prochaine rencontre. Alors qu'elle s'éloigne, Fate demande à Grid s'il sait qui elle était. Grid lui dit qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Le destin dit à Grid qu'il lui cache quelque chose. Grid lui demande pourquoi il pense cela. Le destin lui dit qu'il est généralement plus bavard, mais il est resté silencieux toute la journée. La cupidité lui dit qu'il n'a rien à cacher. Il dit que même avec toutes ses connaissances, il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Le destin pense qu'il a l'air trop fier d'être ignorant. À ce stade, Roxy rencontre Fate. Elle lui un sac auquel il peut s'accrocher. Elle lui dit qu'elle est allée chercher des raisins pour elle-même. Elle se retourne vers l'étrange fille et dit au destin qu'elle est une Galien. Le destin lui dit que Galia a été détruite. Elle lui dit que c'est aussi ce qu'elle a entendu. Elle entre dans un cours d'histoire. Elle lui raconte qu'il y a 4000 Galias était une nation forte jusqu'à ce qu'une vague de monstres provoque son effondrement en éliminant tous ses citoyens. Le destin lui dit que certains citoyens ont apparemment survécu. Elle lui dit qu'elle n'a jamais vu un galion aussi pur sang auparavant. Elle dit à Fate qu'ils devraient tous les deux se rendre ensemble à la maison. Le destin lui dit qu'il est au courant de sa chasse aux monstres et lui demande si tout ira bien. Elle lui dit qu'elle ne sera pas seule car des guerriers l'accompagneront. Elle lui dit également qu'il ne devrait pas s'inquiéter, puisqu'elle est un chevalier magique après tout. Elle se retourne pour fléchir ses muscles, mais se laisse tomber son panier de raisins au passage. Le lendemain, le vignoble n'est plus que l'ombre de lui-même. Les serviteurs viennent le voir complètement vidé par les monstres et ils n'en sont pas contents. Nous voyons ensuite les monstres près d'un ruisseau. Le destin, Roxy et quelques guerriers les surveillent derrière le couvert de quelques arbres près du ruisseau. Le destin demande à Roxy si les monstres sont des kobolds. L'un des soldats remarque des monstres dans un buisson. Il attire l'attention de tous et un kobold géant émerge. Fate et Roxy sont surpris par l'apparition du monstre. Ils n'ont jamais vu un kobold aussi énorme auparavant. Le destin commence à avoir l'eau à la bouche et son talent aspire à un plat kobold. Grid lui dit qu'il a l'eau à la bouche parce qu'il n'a presque plus de temps. Le destin ne veut pas entrer dans son état de famine alors qu'il est proche de Roxy. Il analyse le monstre pour voir son niveau et ses attributs uniques. La cupidité lui dit que c'est une bête sacrée. Le destin ne sait pas ce que c'est. Bride lui dit que c'est un monstre né de l'accumulation d'agressions sur une longue période. Il lui dit que cela n'a rien à voir avec les monstres habituels et qu'il pourrait être très difficile à gérer. Ils se retirent tous pour élaborer un plan. Les soldats et les villageois ont peur et ne savent pas quoi faire. Roxy leur assure qu'elle va frapper la bête puisqu'elle est un chevalier sacré. Elle leur dit qu'elle consacrera son pouvoir à les protéger tous. Tout en les rassurant, Reed dit à Fate qu'elle ne peut pas gérer le monstre seule parce qu'elle est trop jeune. Pendant ce temps, Roxy dit aux soldats de se préparer au combat, mais ils lui disent qu'ils auront besoin d'attendre le lendemain pour être pleinement préparés. Elle leur dit de faire ce qu'ils doivent. Grid demande à Fate son prochain plan d'action. Le destin pense qu'un monstre de niveau 50 est trop difficile à gérer à ce moment-là. Cependant, il pense qu'il ne peut pas simplement ignorer tout ce qui se passe, et pire que tout, il ne peut laisser aucun mal arriver à Roxy.
Le destin décide d'affronter les monstres tout seul. Le destin retourne au ruisseau pour y trouver les kobolds. La bête couronnée est gardée par des guerriers kobolds ainsi que plusieurs kobolds juniors se déplacent également avec la meute. Reed demande à Fate quelle est sa prochaine ligne de conduite. Le destin lui dit qu'il va se battre comme un glouton. Il le retire et élimine plusieurs kobolds juniors. Il tire sur la bête couronnée, mais celle-ci utilise l'un de ses guerriers pour bloquer le tir. Les autres tentent de protéger la bête sacrée, mais le destin les abat. Après avoir éliminé tous les kobolds et que sa compétence gourmandise ait absorbé leurs compétences, il n'est pas convaincu d'en avoir assez pour vaincre la bête couronnée. Il tire sur la bête couronnée, pensant pouvoir la battre, mais celle-ci attrape ses deux flèches. Greed et Fate sont surpris qu'il l'ait attrapé. Greed dit au destin de s'en approcher et de le combattre avec sa forme d'épée. Le destin s'engouffre sans réfléchir. La bête couronnée libère une compétence contre laquelle Greed met en garde le destin, mais il est trop tard. Le destin est touché par la compétence, mais il parvient à se soigner. La bête couronnée relance la compétence qui assomme le destin. La cupidité essaie de le remettre sur pied, mais il ne répond pas. La bête sacrée tente de porter le coup final, mais elle perd son bras en une fraction de seconde. Le destin est de retour entre ses pieds. Greed le félicite d'avoir trompé la bête couronnée en lui faisant croire qu'il avait été assommé. La bête couronnée lance à nouveau sa compétence, mais le destin esquive. Mais il est touché en plein air par un guerrier kobold. Le destin met fin au kobold warrior et absorbe ses statistiques grâce à sa compétence gourmandise. À ce stade, Greed lui dit qu'il peut utiliser son art caché de premier niveau, mais qu'il aura besoin de 10% de ses statistiques pour cela. Le destin lui dit de le prendre pour pouvoir mettre fin à la bête couronnée. La cupidité se transforme en un énorme arc spécial. Tandis que le destin charge la compétence de Greed, la bête couronnée charge également la sienne. Ils lancent tous deux leurs compétences en même temps, mais la compétence de Greed surpasse celle du roi couronné. It literally gives him a shortcut to heaven. Greed dit à Fate que la compétence de régénération qu'il a obtenue du roi gobelin l'a déjà guéri. Fate is exhausted from the fight. Le destin dit à Greed que ses compétences étaient excessives quand il voit les séquelles. La compétence du destin s'active et il a l'impression d'être dans une frénésie. Greed lui dit qu'il est surchargé d'avoir dévoré un monstre d'un niveau supérieur à lui. Il dit au destin d'essayer de le retenir, sinon il entrera dans un état pire que son état de famine. Le destin tombe à genoux et hurle de douleur. Le lendemain, Roxy et les soldats arrivent au lac pour voir les kobolds tués. Ils voient des marques d'épées et de flèches, et Roxy pense qu'elles ont été causées par la magie. Elle voit les séquelles de la compétence de Greed, se demandant qui aurait pu faire une telle chose. De retour à la maison, Roxy explique tout à Asia avec Fate, assise également près d'elle. Le destin s'excuse intérieurement. Asia demande à Roxy qui aurait pu faire une telle chose. Roxy pense à tort que c'est la fille Galion qu'elle a vue la veille. Le destin est heureux de ne pas le soupçonner. Roxy est heureuse que les kobolds aient été éliminés et qu'ils puissent retourner dans la capitale. Asha est heureuse que Roxy ait l'air si excitée par Fate. Plus tard dans la journée, Asha appelle Fate dans sa chambre et lui demande de rester aux côtés de Roxy pour la soutenir. Le destin ne pense pas qu'il en vaut la peine, mais Asha lui dit qu'il a juste besoin d'avoir le désir de l'aider. Elle lui dit que c'est ainsi qu'elle a pu subvenir aux besoins de son mari, même si elle était une roturière. Elle dit à Fate qu'avoir un seul parent chevalier magique a causé quelques problèmes à Roxy. À ce moment-là, elle tousse pendant un moment et le destin se précipite pour la soutenir. Elle lui dit que son temps est compté, c'est pourquoi elle veut qu'il veille sur Roxy à sa place. Elle le supplie et lui dit de prendre son temps pour y réfléchir. Le destin est d'accord. Le lendemain, il quitte la maison en calèche et retourne vers la capitale. Le destin pense qu'il n'est pas digne du devoir qui lui a été confié par Aïcha,
puisqu'il trompe le monde en possédant la compétence gourmandise. La nuit, le destin tue d'autres gobelins, mais il est toujours dans un état de famine. Il se demande pourquoi sa faim n'est pas rassasiée. La cupidité lui dit que les gobelins ne suffisent plus pour faire ça. Le destin lui dit qu'il n'y a pas d'autre monstre que des gobelins dans les environs. Greed lui dit qu'il doit trouver quelque chose parce que le temps presse. Le lendemain, le destin est à la taverne avec un cache-œil sur l'œil droit. Il pense qu'il n'est pas digne de se présenter devant Roxy. La porte de la taverne s'ouvre et l'ami du barman entre. Il dit au barman que Serato va se joindre à la chasse aux cadavres. Le destin en est surpris. Le barman dit à son ami que c'est une façon pour Serato de gagner un peu de gloire en accomplissant une tâche facile. Ses amis lui disent que Serato ferait mieux de participer à l'expédition Galéa. Le barman lui dit que Serato ne va que là où c'est le plus sûr pour lui. Le destin est surpris qu'une autre expédition ait lieu si peu de temps après la mort de Sir Mason. L'ami du barman lui dit que tout sera bientôt mis en place et il espère que tout se passera bien cette fois-ci. Le destin est choqué. Dans la maison du chevalier, plusieurs chevaliers se préparent à partir pour l'expédition, dont Roxy et le trio de chevaliers. Avant de partir, Roxy se rend sur la tombe de son père et lui raconte tout ce qui s'est passé, lui demandant de veiller sur elle. Le destin lui conseille de ne pas y aller car elle pourrait ne pas revenir. Elle lui dit qu'elle a décidé de partir et s'en va. Creed dit à Faith que la famille Violerix a organisé l'expédition Galéa parce qu'elle a quelque chose contre la famille Hart. Le trio de chevaliers est heureux pouvoir se débarrasser de Roxexy une fois pour toutes, alors que Atto partira pour l'expédition Galéa dans l'espoir de se débarrasser de Roxy. Les deux autres se rendront dans une autre ville pour des recherches. Atto pense qu'il lui cache quelque chose et veut savoir ce qu'ils vont faire. Raphaël lui dit juste de s'assurer qu'il prend soin de Roxy. Plus tard dans la nuit, même si le destin ne peut pas désobéir aux ordres directs ni protéger Roxy, il y a une chose qu'il peut faire. Il fait obstacle à Sir Atto et à sa patrouille. Sir Atto se retrouve face à lui, heureux d'avoir retrouvé le cadavre. Le destin active sa compétence. Atto est heureux de se retrouver enfin face au cadavre. Ses acolytes bondissent en avant, les armes dégainées, et tentent d'attaquer le destin. Le destin active sa compétence, remarquant que ses attaquants sont si lents qu'ils semblent immobiles. Greed lui dit que c'est à cause de la différence entre leurs statistiques. Alors qu'il se rapproche du destin, il fait tomber les trois hommes de main un par un. Hatto n'a plus l'air aussi confiant. Le destin se retourne sur lui et ses acolytes, l'abandonne plus vite que la vitesse de la lumière. Même Einstein serait impressionné. Hatto essaie de les rallier mais ses acolytes le laissent seul face au destin. Le destin s'approche de lui et Atto dégaine son épée. Le destin enlève son masque et Atto le reconnaît immédiatement. Atto lui demande comment un roturier comme lui est devenu si fort. Le destin lui dit qu'il ne lui doit aucune explication. Le destin dit à Atto de lui montrer les pouvoirs de chevalier dont il est si fier. Le destin active ses compétences et examine les statistiques de Atto. La technique de l'épée sacrée attire son attention. C'est la compétence spéciale nécessaire pour devenir un chevalier sacré. Le destin se demande comment Atto a acquis une telle compétence. Il demande à Greed s'il peut briser une épée sacrée. La cupidité lui dit qu'il a un avantage sur une misérable épée sacrée artificielle. Atto lui dit qu'il serait insensé de l'affronter dans un combat à l'épée. Atto active la compétence et frappe le destin. Il pense que sa frappe désintégrera le destin instantanément, mais le destin est déjà à l'écart. Atto est choqué et le destin atterrit derrière lui. Il lui dit que sa compétence met beaucoup trop de temps à se lancer. Atto se retourne et frappe le destin avec son épée. Mais le destin coupe simplement son épée sacrée en deux. Atto semble choqué par la moitié de son épée. Le destin attrape négligemment l'autre moitié et la laisse tomber au sol. Il demande à Atto de le récupérer et de continuer le combat. Atto s'éloigne du destin et envisage de prendre ses talons.
Le destin lit son langage corporel et lui dit de ne pas courir, mais de maintenir sa fierté de saint chevalier. Atto continue de reculer, le destin lui dit qu'il est pathétique. Heito trips and falls and fate calls him a clown. Le destin le soulève comme une poupée de chiffon et lui rappelle une déclaration qu'il a faite. Defiant dogs need to be taught discipline. Atto le supplie d'arrêter mais court vers un arbre et relook joliment le visage de Atto. Le destin continue de faire tomber des arbres autour de la forêt avec le visage de Atto jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable. Atto le supplie une fois de plus d'arrêter. Le destin est énervé, il a le culot de mendier compte tenu de la façon dont il a traité les autres comme une raclée insignifiante. Le destin est également en colère contre le fait que Roxy se mettrait en danger à cause de lui. Le destin le supplie d'épargner sa vie et le destin lui demande quelle a été sa réponse lorsqu'il lui a dit la même chose. Il jette Atto en l'air et active la compétence de Greed. Greed se transforme en arbalète et Fate tire plusieurs coups sur Atto alors qu'il est toujours en l'air. Quand Atto atterrit enfin au sol, ses membres ont disparu. Atto lui demande pourquoi il ne veut pas l'achever et le supplie de mettre fin à son chagrin. Le destin lui dit qu'il a d'abord une question à lui poser. Atto lui demande si c'est à propos de Roxy. Il se souvient de son engagement volontaire pour l'expédition Gallia et de la façon dont elle a juré de donner sa vie pour sauver les gens. Le destin confirme que Roxy prononcerait effectivement ces mots. Atto promet d'annuler l'expédition Gallia de Roxy si le destin lui épargne la vie. Le destin élève Grid sur la poitrine de Atto. Atto le supplie de ne rien faire de stupide, comme se venger de Roxy. Le destin lui dit de fermer la bouche et donne à Grid un avant-goût des entrailles de Atto. Sa compétence s'active et ses statistiques augmentent. Le destin gagne désormais la technique du chevalier sacré. Grid lui dit qu'il est maintenant devenu un saint chevalier. Grid lui dit qu'il peut utiliser les statistiques de Atto pour accéder à son deuxième niveau. Le destin lui donne le feu vert et Grid reprend ses statistiques. Il se transforme en son deuxième niveau qui est une superbe faux. Grid dit à Fate que sa lame peut désormais couper n'importe quoi dans l'univers. Le lendemain, Roxy se prépare à partir. Les domestiques se tiennent autour d'elle pour l'accompagner, mais ils n'ont pas l'air très heureux. Elle leur dit de ne pas avoir l'air si sombre car 3 années passeront en un éclair. Elle dit à Haru de s'occuper des choses en son absence. Elle se retrouve face à face avec le destin et ils se regardent pendant un moment. Elle lui assure qu'ils se reverront. Le destin lui dit de prendre soin d'elle et elle s'en va. Plus tard, Haru donne à Fat une lettre de recommandation que Roxy lui a laissée. Roxy l'a recommandée dans un manoir seigneurial pour assurer sa sécurité. Cependant, le destin le rejette et dit à Haru qu'il se frayera un chemin en tant que guerrier. Le destin emballe ses affaires, Greed lui demande s'il a pris sa décision. Il dit à Greed que s'il ne peut pas empêcher Roxy de voyager, le moins qu'il puisse faire est de la soutenir. Le destin fait ses adieux aux autres serviteurs et Haru lui remet son salaire pour le travail qu'il a accompli. Elle lui souhaite bonne chance et il s'en va. Il monte dans une voiture publique, espérant être assez fort pour protéger Roxy. Roxy se tient devant un groupe de chevaliers et d'autres soldats. Elle leur dit qu'elle a repris le rôle de son père, consistant à abattre le dragon et à assurer la sécurité de la capitale royale et de ses habitants. Elle leur demande leur aide et tout le monde l'acclame à l'unisson. Roxy descend le podium et Myria l'appelle. Myria lui dit à Roxy qu'elle la suivra partout où elle ira. Un soldat s'approche de Roxy et lui dit qu'il s'est également porté volontaire. Il se présente ainsi que Mugen et ils échangent des plaisanteries. Myria le stéréotype, lui disant qu'il fait partie des personnes excitées à l'idée de voir et de tester leur courage contre le dragon. Mugen lui dit qu'elle a raison. Myria pense qu'il n'est qu'un autre guerrier idiot. Mugen lui dit que la vraie raison pour laquelle il s'est porté volontaire était parce qu'il avait déjà marché sous les ordres de Sir Mason. Il leur dit qu'il aimerait le venger
et Roxy le remercie. Roxy lui demande si sa famille ne s'oppose pas à son voyage à Gallia. Il lui dit que sa fille lui a même demandé de revenir avec des reliques de Galion. Il lui dit qu'il vient d'une lignée d'érudits qui font des recherches et qu'il est le seul guerrier. Roxy rit et leur dit qu'elle pense que l'expédition se passera bien avec eux, à ses côtés. Au laboratoire, la scientifique demande son attention à Rain. Elle lui demande si elle est au courant du coup dont tout le monde parle en ville. Elle montre à Ran les gobelins tués et observe que les flèches ne sont pas des flèches normales. Rin l'observe de près et en est fasciné. Elle ouvre un livre et montre à la scientifique un arc magique. Elle lui dit qu'elle pense que c'est la flèche de cet arc magique qui l'a fait. La scientifique lui demande si les flèches magiques sont différentes des boules de feu. Ryan lui dit que c'est une capacité possédée par l'épée noire, l'une des armes du péché mortel. Les armes du péché mortel sont fabriquées à partir de matériaux spéciaux capables de manipuler la magie à un niveau élevé. Ces armes peuvent contrôler le pouvoir magique et Rain pense qu'elles peuvent augmenter les compétences de celui qui les utilise. Pendant ce temps, Fête se repose dans la voiture publique et se réveille à son arrivée dans la ville de Tétra. Le destin monte un escalier et regarde la ville en dessous de lui. Il est nostalgique car la ville n'a pratiquement pas changé. Grit lui demande s'il est déjà allé en ville et il lui dit qu'il était ici il y a 5 ans. Il dit à Grid qu'il a traversé la ville pour se rendre à la capitale. Le destin s'approche d'un cocher et lui demande s'il se dirige vers Gallia. Le chauffeur lui dit que sa voiture ne partira pas aujourd'hui car il pourrait être attaqué par des monstres la nuit. Il lui dit de revenir demain. Le destin s'éloigne rapidement. L'estomac du destin grogne. La cupidité lui dit de manger quelque chose et de recueillir des informations avant d'aller faire du shopping. Grid lui dit que si la ville possède un centre commercial d'insectes, il pourrait lui trouver un fourreau. Le destin est surpris que Grid ait encore besoin d'un fourreau. Grid lui dit qu'il possède maintenant la technique des épées sacrées et qu'il a besoin d'un fourreau adapté à ses statistiques. Il donne au destin une idée du type de fourreau qu'il aimerait. Le destin aimerait avoir de la viande après avoir reçu son salaire de Haru. Greed lui demande s'il écoute ses préférences. Au pub local, Seth demande à plusieurs guerriers de l'aider à sauver son village. Il lui enlève son argent, lui disant que ce n'est pas pour les inciter à chasser des monstres. Il commence à intimider Seth et le destin vient à son secours. Il maîtrise facilement l'intimidateur et le pousse au sol. Les autres guerriers tentent de combattre le destin, mais il les domine. Il s'enfuit du pub. L'homme essaie de remercier le destin, mais Bee l'interrompt en lui disant qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps. Dans le passé, Fett a été victime d'intimidation de la part de Seth et de ses amis qui le traitaient de bon à rien. Le père du destin était un guerrier qui combattait les monstres. Le destin fabriquait toujours des herbes pour son père parce qu'il était toujours blessé. Son père était impressionné par le fait que Fate soit si doué pour préparer des mélanges d'herbes. Après le décès du père de Fate, les villageois se sont demandé qui s'occuperait de lui maintenant que son père était parti. Le destin a été exilé parce que le chef du village le pensait inutile. Les villageois l'ont chassé du village, le traitant de bon à rien. De retour au présent, Seth s'agenouilla devant le destin, implorant son aide. Le destin se souvient de Seth, qui est le fils du chef du village qui l'a exilé. Seth lui dit qu'il sait que sa demande est égoïste, mais il lui dit qu'il a besoin de la force d'un guerrier. Le destin le regarde avec colère, sans répondre. La cupidité lui dit que c'est une bonne occasion de rassasier son talent, la gourmandise. Le destin accepte de s'occuper du problème des monstres. C'est le remercie, disant qu'il n'était pas sûr que le destin accepterait. Le destin lui dit d'ouvrir la voie aux monstres. Le destin en voulait toujours à Seth pour ce qu'il avait fait quand il était plus jeune. Mais il devait sauver le village qui portait les souvenirs de son père. Seth le ramène au village, mais le chef du village, qui est le père de Seth,
n'est pas content de voir Seth revenir avec le destin, qui a été exilé par eux. Le père de Seth pense qu'il est toujours un bon à rien inutile. C'est dit à son père que le destin est désormais fort et raconte comment il a vaincu les guerriers au pub. Son père ne le croit pas et il dit aux villageois qu'il trouvera de redoutables guerriers le lendemain. L'un des villageois lui dit que des monstres pourraient les attaquer cette nuit-là et qu'ils pourraient ne pas tenir jusqu'au lendemain. Le père de Seth leur dit qu'ils utiliseront le destin comme appât pour gagner plus de temps pour que d'autres guerriers viennent. Le destin essaie de dire quelque chose, mais Seth le supplie de ne pas prêter attention au chef. Seth emmène Fate chez lui et lui propose une boisson. Seth s'excuse pour la façon dont le chef s'est comporté et le destin lui dit qu'il y est habitué. Le destin demande des nouvelles de la femme de Seth parce qu'il ne l'a pas vue et Seth lui dit que les monstres l'ont attrapé. Seth dit à Fate que le village est trop pauvre et que le chef du village a toute l'autorité. Seth dit à Fate qu'il pensait que son père avait toujours raison, mais depuis qu'il a eu sa fille, il a dû se ressaisir. Le destin lui dit qu'il a vraiment changé. C'est dit au destin que tout cela est grâce à sa fille, ce qui rappelle au destin son défunt père. Le destin demande à Seth de lui parler des monstres. Seth lui dit que les monstres sont apparus il y a environ un mois et que des témoins pensent qu'il s'agit de plusieurs monstres capables de voler. Il dit à Fate que ces monstres ne ressemblent à rien de ce que le village a jamais vu auparavant, c'est pourquoi ils ont décidé d'embaucher des guerriers. À ce moment-là, l'estomac du destin grogne. Seth taquine en disant qu'il a toujours faim et va chercher quelque chose à manger à Fate. Greed dit à Fate que les villageois pensent probablement que les choses s'amélioreraient s'ils engageaient quelques guerriers, mais si les monstres peuvent voler, c'est une toute autre histoire. Le destin demande à Greed s'il connaît le genre de monstres qui attaquent le village. La cupidité lui dit que les monstres sont probablement des gargouilles. Il dit à Fate que ce sont des monstres intelligents qui utilisent des attaques par sonde pour voir comment les humains réagissent avant que le pack complet n'attaque ensemble. La fille de Seth s'approche de Fate et lui demande à qui il parle. Le destin lui dit qu'il parle tout seul. Elle lui donne un bonbon. Le destin lui demande si elle aimerait jouer et elle accepte. Le destin met de côté l'avidité et fait un bras de fer avec elle. Il la laisse gagner facilement et elle rit joyeusement. C'est revient avec de la nourriture, s'excusant de sa petite taille. Le destin lui dit que c'est plus que suffisant et le remercie pour le repas. Le destin prend une bouchée de la nourriture et devient immédiatement très fatigué. Il s'évanouit juste après. Seth se demande ce qui l'a fait s'évanouir et la fille de Seth lui dit qu'elle lui a donné des bonbons. Seth lui pose des questions et elle lui dit que le père de Seth le lui a donné. Seth est surpris que son père veuille vraiment utiliser le destin comme appât. La cupidité comprend que le destin a été abandonné. Seth essaie de le réveiller mais un cri perce la nuit. Seth regarde par la fenêtre et il est choqué par la vue devant lui. Les gargouilles attaquent le village. Les gargouilles commencent à attaquer le village en crachant des flammes. Seth essaie toujours de réveiller le destin inconscient, mais il ne répond pas. Mais Grid sait qu'il ne va pas se réveiller. Une gargouille atterrit sur le toit de la maison de Seth et Grid se demande ce qu'il peut faire. Seth fabrique l'antidote du destin. Pendant ce temps, le village brille d'un orange vif dans la nuit noire. Le chef du village court dans la rue à la recherche du destin afin de pouvoir l'utiliser comme appât. Une gargouille vient le chercher et sait que le dîner est préparé pour la nuit. Seth donne l'antidote à Fate et il se réveille. Il vomit et le destin s'est impressionné que Seth ait pu fabriquer un antidote. Le destin ne reconnaît pas où il se trouve et Seth s'excuse tout en lui racontant tout. Des flammes éclatent à l'extérieur de la maison de Seth, ce qui met le destin en action. Il ramasse Grid et se dirige vers l'extérieur. Le village est complètement en ruine. Chaque maison est en feu et la plupart des villageois ont obtenu un laissez-passer gratuit vers l'au-delà. Le destin tente de trouver des survivants, mais la vue du village
affaiblit son moral. Les gargouilles sont toujours occupées à dîner et le destin se retrouve face à face avec l'une d'entre elles. La gargouille lance un souffle de flamme sur le destin, qu'il esquive. Greed lui dit qu'il ne peut pas rivaliser avec les gargouilles si elles occupent les hauteurs. Le destin l'écoute, contrairement à un certain Jedi que l'on connaît. Le destin analyse les compétences des gargouilles et examine leurs statistiques. Le destin pense que sa compétence de boule de feu est gênante et ordonne à Greed de se transformer en faux. La gargouille lance à nouveau une boule de feu sur Fate. Au lieu de l'esquiver, il le traverse. Les gargouilles remarquent que le destin se bat et elles l'entourent toutes. Ils lui lancent simultanément leur boule feu. Le destin utilise la faux qui traverse la boule de feu, puis les gargouilles les unes après les autres. La compétence de gourmandise du destin s'active, ses statistiques augmentent et il obtient la compétence magique de boule de feu. Le destin remarque qu'il reste encore une gargouille. C'est le chef de meute. Le destin analyse le chef et remarque qu'il a un niveau plus élevé que les gargouilles normales et une compétence supplémentaire de résistance au feu. Le chef se jette sur Fate pour utiliser une boule de feu à bout portant. Mais Grid en avertit le destin et lui dit d'en profiter. Le destin se jette immédiatement sur le chef de plongée. Le destin frappe le chef avec la faux et sa compétence gourmandise s'active. Les statistiques du destin augmentent à nouveau et il acquiert la compétence de résistance au feu. Le lendemain, Fate et Seth se tiennent sur ce qui reste du village. Seuls Seth et quelques autres villageois ont survécu à l'attaque. Seth est un peu triste et dit à Fate que cela ne sert à rien de rester car l'endroit ne peut plus être appelé un village. Le destin analyse la terre et lui dit que la terre n'est plus fertile et qu'ils ne pourront donc pas cultiver. Celle lui demande s'il possède la compétence d'évaluation que le destin affirme. Celle lui dit qu'il pourrait gagner de l'argent en tant qu'évaluateur même s'il ne devenait pas un guerrier. Le destin lui dit qu'il n'a pas d'autre moyen de vivre sa vie que d'être un guerrier. Seth lui dit qu'il déménagera en ville et cherchera un emploi pour le bien de sa fille. Plus tard, Seth demande au destin de le frapper pour qu'il puisse se décider. Le destin est réticent mais Greed lui dit de le frapper pour maintenir la fierté de Seth. Le destin cède et le jette à terre. Greed dit à Fate qu'il a frappé Seth trop fort, mais Seth le remercie pour le coup de poing. Le destin l'aide à se relever, lui dit de prendre soin de sa fille et lui souhaite bonne chance. Le destin retourne dans son ancienne maison familiale et se rend sur la tombe de ses parents. Le site lui rappelle des souvenirs de son enfance et il dit à son père qu'il va bien maintenant. Pendant ce temps, Roxy se déplace dans le désert avec son entourage. Elle s'arrête pour regarder l'horizon. Myria lui dit qu'ils arriveront bientôt à Lanchester, où ils se réapprovisionneront. Mugan lui dit de faire attention au seigneur de Lanchester. Roxy lui demande pourquoi, et il lui dit qu'il le lui dira plus tard. Retour au destin, qui est dans une calèche. Le cocher lui demande s'il pourra le protéger s'il a tellement ce sommeil. Le destin lui présente ses excuses. Le chauffeur dit à Fate qu'il le paie pour ses services, afin qu'il fasse mieux d'assurer sa sécurité. Greed dit au destin que l'homme est arrogant. Le destin rassure l'homme sur sa sécurité en lui disant qu'il est aussi fort qu'un chevalier sacré débutant. L'homme est désormais convaincu de la force du destin, même s'il se sent fier. Soudain, l'homme arrête la voiture. Des bandits se tiennent devant la voiture. L'homme veut faire demi-tour et s'enfuir, mais le destin sort et fait face aux bandits. Greed dit à Fate qu'il aurait dû demander plus d'argent à l'homme. L'homme se précipite vers le destin et s'accroche à lui, le suppliant de lui sauver la vie. Le destin dit à l'homme de le laisser partir pour qu'il puisse combattre les bandits. Le chef des bandits rallie ses hommes pour attaquer lui et le destin. À ce moment, une énorme épée tombe du ciel derrière le groupe de bandits, brisant leur formation et les projetant au sol. Greed dit à Fate qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. Le destin lève les yeux pour voir la fille qu'il a vue il y a quelques jours.
Elle dit alors au destin qu'il la possède pour ses coboles. Le destin ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle demande à les rejoindre, mais lorsqu'elle monte dans la voiture, celle-ci bascule vers l'arrière. La jeune fille crie avec son arme, paresse, de revenir à la normale, et la voiture s'écrie toute seule. La calèche continue le voyage, et la jeune fille demande au destin quel est son nom. Le destin se présente à elle, et elle l'appelle destin de la gourmandise. Le destin lui demande comment elle connaît la gourmandise, et elle répond qu'elle possède également une compétence de péché mortel. Le destin lui pose des questions sur la compétence du péché mortel, et elle lui demande si Grid ne lui en a pas parlé. La fille se présente comme étant la mienne, avec l'habileté de Wrath. Son estomac gronde et le destin lui donne du bœuf séché. Le chauffeur leur dit qu'ils sont sur le point d'arriver en ville. Ils arrivent en ville, mais une fille est poursuivie par des gens qui ne parviennent pas à se déguiser en fantôme. La jeune fille appelle à l'aide et Lord Rudolph, le seigneur de Lanchester, vient à son aide, vainquant les fantômes. Tout le monde le loue, mais le destin et le mien sont indifférents au spectacle du clown. Le chauffeur leur dit que Lord Rudolph prépare une fête de bienvenue pour l'expédition de l'armée de Gallia. Le destin demande au chauffeur si c'est l'expédition de Lady Roxy, et le chauffeur lui dit que c'est son expédition et qu'ils arriveraient bientôt en ville. Grid lui dit qu'il était tellement occupé à essayer de les rattraper qu'il les a dépassés, et Fate pousse un soupir de soulagement. L'homme lui présente le paiement de 3 pièces de golf du destin, mais Mine le prend, disant au destin que c'est elle qui a sauvé l'homme. Grid dit au destin que Mine est gourmand et le destin lui dit qu'il est du genre à parler. Le chauffeur remercie le destin et s'éloigne. Le destin demande à Grid ce qu'ils doivent faire et Grid lui dit qu'il devrait aller dans une auberge. La mienne s'endort debout et elle s'appuie sur le destin pour se soutenir. Le destin lui dit de ne pas s'endormir debout. Elle ne répond pas et le destin la transporte à travers la ville à la recherche d'une auberge. Le destin se demande pourquoi il doit la porter, et Grid lui dit qu'il n'a pas le choix. Les étrangers accueillent le destin dans la ville. Alors qu'il s'éloigne, le destin remarque d'étranges marques sur leur cou. Le destin arrive à un point gardé, et les gardes lui disent qu'il ne peut pas passer parce qu'il n'est pas citoyen. Il lui indique une auberge, et il remarque que ces gardes ont également des marques sur le cou, mais les leurs sont différentes de celles qu'il a vues plus tôt sur les étrangers. Un autre étranger accueille le destin et remarque une marque différente. Grid lui dit que les notes ont été attribuées selon la classe dans un système de distribution. Rudolph gronde les acteurs dans une zone isolée pour leur mauvaise performance, et il lui demande pardon, mais il les frappe. Les gardes personnels de Rudolph notent qu'il est plus frustré que d'habitude et se font une note mentale de ne pas l'offenser. Le destin laisse tomber le mien sur un lit dans une chambre qu'il a eue dans une auberge. Greed dit à Fate qu'il ne savait pas que le mien était encore en vie. Le destin lui demande comment il connaît Mine et il dit qu'il avait eu une mauvaise relation avec elle et Slot dans le passé. Greed dit que Fate Slot est une arme de péché mortel, tout comme lui. Le destin lui pose des questions sur les compétences en matière de péché mortel, et Greed lui parle des 7 compétences en matière de péché mortel qui violent les principes de Dieu. Il dit à Fate Gluttony que la compétence est la plus coupable car elle peut briser le sans-concept de niveau. Le destin demande à Greed si sa punition est sa faim insatiable, et Greed lui dit qu'ils ont tous leurs punitions individuelles. Le destin dit à Greed qu'il n'a pas de chance, passant des gens qui se moquent de lui parce qu'il est impuissant à devoir constamment nourrir ses compétences pour survivre. La cupidité lui dit qu'il ne peut pas hésiter s'il veut survivre, sinon il sera consumé par la gourmandise. La cupidité lui dit de résister et de maintenir un mode demi-famine. Le destin met son masque et part chasser. La cupidité lui dit de ne pas assouvir ses compétences d'un coup mais étape par étape. Le destin rencontre un marchand de sable et il transforme Greed en arc.
Grid lui dit d'encaisser sa nouvelle compétence de tir avant de tirer la flèche, et Fate est impressionné par les résultats. Le sable s'élimine facilement. La compétence du destin s'active, il voit d'autres hommes de sable et veut les dévorer. Mais Grid lui dit de l'endurer. À l'auberge, Mayen se réveille et elle a faim. Elle reçoit quelque chose à manger, mais tombe sur une affiche indiquant que celui qui vaincra le golem des sables sera récompensé. Un étranger lui dit que même Lord Rudolph ne peut pas vaincre le golem des sables et qu'elle perdra la vie si elle s'essaie. Le destin continue d'abattre le Sandman un par un et d'activer ses compétences petit à petit. La cupidité lui dit qu'il s'y habitue et le destin lui dit que la sensation n'est pas très agréable. La cupidité lui dit qu'il est temps pour lui de satisfaire la gourmandise, pour qu'il ne devienne pas fou. Le golem de sable apparaît et le destin reconnaît immédiatement son odeur. Un groupe de soldats combat le golem de sable, mais ils n'ont aucune chance de le vaincre. À ce stade, le destin frappe le golem avec une flèche magique pour attirer son attention. Il dit aux soldats qu'il éliminera le golem, mais ils lui disent qu'il n'est pas à la hauteur du golem. Greed lui dit qu'il fait à nouveau un acte de justice, mais le destin lui dit qu'il veut juste assouvir sa faim. Le golem tire des boules de sable, mais le destin utilise une flèche magique pour les détruire. Il se jette sur le golem et tente de l'attaquer, mais le golem le bloque. Le golem attaque Fate avec la magie du vent pour le piéger, afin qu'il puisse l'écraser avec des pierres. Le destin transforme Grid en faux et frappe le golem qui prend d'assaut la magie du vent. Le noyau du golem quitte son corps et s'enfuit dans le sable. Grid dit au destin de ne pas laisser le noyau disparaître, et le destin transforme Grid en arc et lui dit de prendre certaines de ses statistiques. Le destin donne à Grid l'ordre de tirer à volonté, et il le fait, détruisant le noyau du golem de sable. La compétence du destin s'active, et il obtient la compétence de magie des tempêtes de sable. Le destin pense que le cratère créé par la flèche de Grid est trop grand, mais Grid lui dit qu'il n'avait pas le choix. L'un des guerriers le félicite, mais un autre lui dit qu'il a l'air suspect. Ils en rient et le remercient de leur avoir sauvé la vie. Le guerrier se présente comme Baldo et demande au destin quel est son nom. Le destin lui dit qu'il s'appelle Corbs. Le guerrier lui demande si tout ce qu'il porte est une épée, et il dit au guerrier que c'est tout ce qu'il porte. Grid lui dit qu'il n'a plus besoin d'équipement car il peut simplement prendre les statistiques des autres joueurs. Le destin est impressionné par sa puissance qui lui permet de briser la notion de niveau. Le lendemain, le destin revient dans la pièce pour voir le mien s'habiller. Il lui demande où elle va et elle lui dit qu'elle va chasser le golem des sables. Le destin lui dit qu'il a abattu le golem des sables et elle est furieuse de ne pas obtenir la prime. Le destin lui dit qu'il lui en donnera la moitié lorsqu'il encaissera la prime. Il porte son masque et va récupérer la prime. Le mien lui pose des questions sur son masque et il lui dit que c'est son identité de cadavre. Lord Rudolph entre dans l'auberge et demande au destin de devenir son subordonné. Le destin lui demande quel est son accord et il dit au destin qu'il ne peut pas refuser sa décision parce qu'il est un saint chevalier. La mienne lui dit que le destin peut être son subordonné car elle a déjà un accord avec lui. Rudolph la traite d'enfant et elle le fait sortir de l'auberge avec sa hache. Le destin sait que cela leur cause des problèmes et dit immédiatement à Mine qu'ils doivent quitter la ville. Le destin sort de l'auberge et demande à un cocher de le conduire. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.